je me suis rendu compte que j'ai encore des impensés. Y a-t-il des impensés? C'est-à-dire impensés pluriels? Oui, c'est possible, mais c'est pas comptable dès le départ. J'ai trouvé un, je l'ai déniché, en plus dans mon grand œuvre dans lequel je suis en train de muer. C'est-à-dire que les titres sous lesquels j'écris, c'était aux yeux d'autrui. Donc, très bien. Disons, c'est un exercice phénoménologique de base. Sartre, bienvenue, avec sa théorie de regard, c'est encore plus supérieur d'une simple phénoménologie de la perception, bien sûr très minutieuse et très détaillée, mais question d'autrui quand même, c'est Sartre, il faut l'accepter, altérité, et clairement, avec toute lucidité, il privilégie sous ce titre, Sartre dans l'être et le néant, il privilégie Hegel à cause de cette vraie ou semblable mimétique, lui égal et ça m'est égal, d'une rencontre duel entre deux altérités. Il s'agit du rapport de maître et de l'esclave. C'est trop classique, c'est trop anthropologique, mais c'est encore très éloquent. Donc il privilégie Hegel contre Heidegger, qui oublie un peu trop altérité, question d'altérité, tout en s'approfondissant effectivement dans l'élément de l'être. Très bien. Être en question, visé d'une manière aussi disons, par Lévinas aussi. Hein. Il ne faut pas oublier que discours sur l'être, ce discours d'authentification de l'être, disons, était banni par Lévinas aussi. C'est noté. Mais mon péché capital, c'est quoi? Alors, je écrivais à un moment donné le titre, et je donne des titres à chaque séquence de mes enregistrements aussi. Et là, l'un de ceux-ci s'est intitulé d'abord se mettre à la place d'autrui. Ça, ce sont des exercices fantastiques, mais j'oubliais toujours quelque chose dans les questions d'altérité, c'est s'occuper de l'altérité si encore il servait à solidifier un moi, un soi, une identité indemne. Voilà, il faut que d'abord mettre en question d'une manière très détaillée le moi. Mais c'est très dangereux parce que nous avons des accessoires et des écrans et des ombres, jeux de ombres, et nous et moi, nous l'appelons fiction autobiographique. Et on peut faire avec une langue de bois technique la phénoménologie de la construction du moi. Ça va être très utile, mais le but, effectivement, ou la conséquence qui compte ici. Alors, je vais être très clair. C'est pas si un rapport autrui avoir besoin des yeux ou du regard reconnaissant d'autrui. Ce sont des moments anthropologico-historiques. Ce n'est pas notre question principale, c'est de la pédagogie. C'est un avancement, c'est une répétition ontologique au sens heideggerien. Ce que je fais, moi, je suis responsable de ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que tous ces films dans lesquels, où les écrits, où j'avançais effectivement mon écriture, vous ne la connaissez pas, aux yeux d'autrui, et j'étais en éclat de la littérature, et ça va dans tous les sens, et
Il n'y a aucune unité du moi niçois, mais il y a deux personnages quand même. Étant très respectueux encore au travail de Jean-François Lyotard, qui s'appelle Que peindre, effectivement, j'use même comme simulacre, parce qu'on n'a que ça. Au lieu d'un dialogue véritable, nous avons un simulacre de dialogue, mais c'est-à-dire une certaine sophistique, une certaine dissoilogoi. Voilà le mot qui manquait depuis 2 jours et ça me travaillait. Ça appartient encore à l'érudition de Jean-François Lyotard. Le mot se trouve, je crois, dans son livre qui s'appelle Transformateur du chant. Transformateur du chant, plus précisément. Un livre rare qui m'a appris beaucoup. Alors, toute cette histoire de boîte et tout, ça vient de Titus Carmel depuis 2 jours. Mais, effectivement, il ne faut pas oublier le grand maître Duchamp. Et lui aussi, il avait des boîtes. Là, je ne peux pas citer maintenant, mais tout était emboîté, mis en boîte par Duchamp. Alors, dissoilogoi et la dialogue est une certaine aide sophistique pour améliorer la phénoménologie. Qui ne connaît pas la dialogue, j'ai un peu souligné à partir de Sartre, qui connaissait quand même dialogue, et il était un romancier aussi, qu'il faut quand même célébrer ça. Un philosophe à la fois écrivain, au moins. Alors, pièce de théâtre, et nous avons des rapprochements énormes avec Sartre aussi. Même sa vie privée, effectivement, sa biographie, c'est fantastique. Alors, techniquement, il faut parler de dissoilogoi. En technique philosophique, ça sert à quelque chose dans l'Antiquité, sûrement dans la sophistique. C'est d'abord une rhétorique, mais ce n'est qu'une surface des choses. Donc il faut très bien dans l'art de persuasion, et il faut savoir pour un apprenti, pour un pédant, pour un averti, pour un novice, un étudiant, philosophe. Donc, dans ce commencement, il faut qu'il défende 2 idées séparément, et il faut qu'il met en conflit 2 discours, pour ne pas dire 2 idées. Il peut y avoir plusieurs idées, mais le discours, c'est-à-dire une écriture finalement qui a un début et la fin, et qui a une évolution, et qu'on retourne à autrui comme soi-même. Voilà un exercice intéressant, se mettre à la place d'autrui et écrire une antithèse à sa thèse. On ne peut pas être plus clair dans la pédagogie. Alors, en turc ancien, dans les lycées fin du 19e siècle, ça existe encore, une pratique lycéenne qui consiste à faire des munazara. Comment ça s'appelle munazara? Les discussions. Aujourd'hui, on dit de manière un peu plat, café de philo. Ça sert à quoi, je ne sais pas, mais c'est bien pour faire parler toute race de jeunes, comme disait le titre d'un livre de Guy Hockenheim, Rastep. Rastep, c'est l'an de quelque chose, c'est l'envers de quelque chose, mais je ne sais pas, Rastep, Pédé, sûrement. Mais Rastep, ça me rappelle aussi Oedipe aussi. Rastep, Rastedip, pourquoi pas. Alors,
Donc, dissoi-logoi, ce n'est pas tout à fait une dialectique socratique. Ça précède peut-être Socrate et il devait y avoir une longévité qui est venue jusqu'à la Turquie de fin 19e, donc dans mes débuts de scolarité. Munazara sanat, l'art de discussion, disons, en groupe, devant un groupe, face à un groupe, face à un public. Bon, bref, c'est pas mon sujet pour l'instant, mais je note, donc j'en fais une répétition ontologique de la chose en question qui est rapport à autrui, sans solidifier le moi, toute frêle, ou bien feinte de moi, toute chise, etc., etc. J'en passe, les philosophes, après Lacan, y compris Lacan, Deleuze et Guattari, ils ont bien travaillé quand même dans l'anti-Oedipe, Platon, donc capitalisme et schizophrénie, sur cette histoire de dissolution du moi, y compris Michel Foucault. Et puis il a tourné à une autre chose antique qui n'est pas phronésiste cette fois-ci, mais une sorte de bon bien-être ou chercher à gapper, à mon avis. C'est l'histoire de gouvernementalité, une sorte, à mon avis, encore une oikosnomos, une certaine économie repensée. Bien. Quel était mon péché capital? Alors, j'ai oublié, j'ai une possibilité de faire fiction autobiographique. Alors, c'est mon genre, mais je n'ai pas développé assez, je trouve. Je suis toujours discursif. Je me fais encore pédagogue. J'explique trop et on fait Auseinandersetzung, on s'explicite avec un spectre qui est nommé hier Jean-François Lyotard, et ça continue. Et je cite aujourd'hui un livre que je n'ai pas cité auparavant dans mes discours enregistrés, que peindre. Alors, depuis quand même une semaine, je peins ou bien je dessine. Enfin, il y aura peut-être des statues parlantes dans la future proche. Mais j'ai déjà des petites rochers ramassés à la maison et ils ont tous l'histoire. Donc j'ai un côté sensible, j'ai un rapport à l'objet, j'ai des fétiches qui peuvent parler, et je peux faire parler. Et j'ai même, dans l'année 1993, pendant mon service militaire, j'ai même écrit une petite pièce insérée dans un roman, dans lequel je faisais parler au moins 15 petites cailloux. C'est pas la conférence des oiseaux de Feridun Attar, mais c'est pareil. J'ai quand même cette culture de pouvoir parler. Et les oiseaux bizarres, dernièrement, je disais, non pas la conférence des oiseaux d'Attar, mais cette fois-ci, chandail centenaire. C'est encore, je crois, un certain texte passant anonyme, à mon avis. Là, effectivement, on a encore des affaires à un oiseau, vraiment oiseau, au sens argot du terme en français. C'est un oiseau qui est insatiablement prêt à écouter, entendre des fables érotiques. C'est donc ce livre en question, donc Chandail centenaire,
ce n'est qu'une remake persique de les nuits de mille nuits arabiques. Alors, les oiseaux parlants, les oiseaux questions, les oiseaux comme personnage principal et le personnage philosophique chez Deleuze dans son livre Daniel. Qu'est-ce que la philosophie? Personnage philosophique. Alors, nous incite à faire des fictions, notre biographie forcément en écrit et en dialogue. Pourquoi pas? Deleuze n'a pas privilégié la forme dialogue, mais Lyotard en a parlé expressément. Eh bien, Deleuze a choisi à travailler deux avec Guattari. C'est une énigme, comment ça se faisait, ce processus d'échange ou d'interférence de deux écritures qui ne sont pas des dissociologoi, mais une certaine amalgame, etc. C'est une énigme qui me dépasse, qui me travaille. Je n'ai pas une réponse, c'est notre énigme commun en philosophie contemporaine. Alors, là aussi, personnage conceptuel, chez Deleuze et Guattari, là, c'est deuxième étape de la chose en ce qui concerne le rapport à autrui, ne serait-ce que dans l'écriture philosophique, pourquoi pas littéraire. Alors, les oiseaux parlent, il y a des personnages conceptuels, c'est nouveau, peut-être tout personnage, toute singularité conceptuelle, alors que le concept doit quand même contenir plusieurs singularités, plusieurs cas, un processus, une frame, et aura dû être une temporelle au sens d'une temporalité actualisée. Donc un être actuel s'appelle concept, et concept c'est cristallisation du temps. Chez Hegel est repris par, c'est Goethe repris par Hegel. Donc, il s'agit de l'architecture comme cristalline du temps. Tout ça, c'est merveilleux. C'est mon domaine, c'est mon champ sur lequel, avec une cheval bleu, je rame et je suis en galop depuis longtemps avec Kandinsky et je suis ce blau. Oui, ça. Blue Rider. Chevalier bleu. Bon, je vais me reposer un peu quand même. Je suis trop dans la chose du soi et le soi doit s'imprégner de la chose. Alors, mon péché capital n'appartient pas à moi. C'est un désir encore humain très profond. Il faut le nommer tout court, sans avoir peur des slogans, être autre. Là, effectivement, il s'agit d'une impossibilité, mais c'est pas tout à fait vrai. Peut-être c'est possible, à la fois impossible, c'est comme de l'ordre d'une définition heideggerienne qui voulait dire la mort, c'est notre le plus authentique possibilité impossible. En fait, une expérience qui n'a pas une expérience, l'expérience de mort ne peut être expérimentée, mais on n'a que ça comme expérience ou comme Erfahrung, Möglichkeit en tant que possibilité. Ça rime également cette expérience interminable de la mort, une Möglichkeit.
Heidegger avait une formule très chic répétée par Jacques Derrida, une possibilité impossible. Là, c'est une catégorie nouvelle et qui menace toute pensée catégorielle aristotélicienne. On n'a pas peur de catégoriser, mais disons, il faut jouer avec la grécité de la Grèce. Catégorie, je dirais, aller en transversalité vers au-delà. Catégorie, c'est sortir d'un être vers à une autre chose. C'est faire aiguillon, disons, catégoriser. Qu'est-ce que c'est d'autres rapports grammaticaux, parler à quelqu'un, penser à quelque chose et penser tout court. Donc, catégoriser, si ça va être quelque chose, c'est une science des rapports et des rapports possibles, mais un rapport impossible qui est encore un rapport impossible avec la mort qui est encore possible. Et donc, la mort, c'est la thématique heideggerienne. Alors moi, je prends cette formule pour mathématiques d'autrui ou d'altéritaire. C'est possible d'être autrui. On peut faire ressembler sous plusieurs aspects. Et même on peut être en devenir avec lui, elle. Et donc, un certain contrat mariage ou concubinage, concubine, contrat civil ou amitié érotique sans étreinte, avec étreinte, donc un rapport corps à corps ou sans toucher ou avec le toucher, donc tous les cas, et ce sont des catégories finalement, tous les cas de possibilités et qui frêle l'impossible et qui a une limite et qui est comme but vers un mur blanc, peut-être. Là, effectivement, le problème, c'est que autrui ou soi, les deux, les autres, ne savent pas leurs limites ou il n'y a que des limites comme simulacres. Ça veut dire qu'ils ne sont pas complètement limités, complètement définis. Ils n'ont pas une identité vraie, mais ils ont des apparences d'identité. C'est ça qui fait appel à un jeu possible des rapports à autrui. Comme quelqu'un ou un soi ne connaît pas ou il est perdu dans ses possibilités ou dans ses limites, et qu'il va vers autrui, qu'il cherche ou qu'il fait advenir autrui. Je parle d'autrui comme je parle d'être, faire advenir, être à être, autrui à s'altérer, je vais dire. Voilà. Maintenant, Lévinas et Heidegger, finalement mariés dans mon discours. C'est un rapport de conjugaison ou conjugale. Un couple terrible, une hostilité impossible qui lie Lévinas à Heidegger. Lévinas qui a l'air de détester la philosophie de Heidegger. C'est une chance historique concernant l'Holocauste, mais effectivement, c'est une autre chance aussi à la fois Heidegger qui s'intéressait à qui, par exemple, à une philosophe allemande, à son contemporain qui s'appelait, j'ai oublié son nom, mais en fait, ça existe vers la fin, manquait de Sein und Zeit.
Ben, quelqu'un qui a fait la philosophie du travail, pourquoi pas, qui a pris sérieux quand même, altérité, travail au sens labouré, un certain socialisme, n'est-ce pas? Son nom me manque, effectivement. Je peux hasarder Karl Levitt, Max Steiner, je peux hasarder quoi? Voilà, je vais hasarder. C'est mon désespoir aussi. Euh, Moi et toi, voilà. Euh, L'auteur de ce grand livre qui s'intitule quand même, voilà, quelque chose biffé profondément par moi. C'est l'auteur de Moi et toi, en allemand, Ich und du. Donc, Jean-Paul Sartre, il savait tellement bien question d'autrui qu'il avait des formules assez simples, très compréhensibles. Enfin, il faut choisir l'autrui. On fait un choix quand même. Il y a une égalité de choix avant de faire des jugements, etc. On choisit au moins au début et à partir d'un frayage, à partir d'une gaieté, pourquoi pas, avec une gaieté, une légèreté, de frôlage, frôler, il faut frôler autrui, mais en choisissant, comme Dasein se choisit dans ses possibilités, chez Heidegger, effectivement, on choisit autrui. Ce qui veut dire un processus dans lequel vous allez entrer à un processus de devenir avec autrui ou au frôlage d'autrui, dans ses proximités, dans ses marges. Effectivement, on ne peut pas s'identifier à autrui autrement que dans la littérature ou dans l'entrainte, pourquoi pas érotique, etc. Mais identification reste symbolique ou momentanément ou fétiche. Pourquoi pas, ce sont des catégorisés. Encore aller à une fétiche ou à une autre, ça, ce n'est que des conjugaisons de verbes, des rapports grammaticaux. Voilà. J'ai pris quelque chose de cet héritage formel, comme on dit, de la pensée française depuis, pourquoi pas, depuis mathématicien Pascal, de opticien Descartes, en partie l'autre hollandais juif Spinoza, qui était un brilleur de loupe, disons. Il avait affaire quand même à des cristaux de pensée pour l'autre raison, mais dans son éthique, il faisait quand même une architecture cristalline. Alors, c'est pas mon sujet, mais on note. Aller autrui, se choisir dans ses possibilités, de se décider avant de décider, se frôler, donc s'essayer, donc dans un moment de frayage lyotardien, sûrement balayage aussi en compte, et l'anamnésis aussi. Il ne s'agit pas des stades successifs à mon avis. Dans le moment de frayage ou frôler autrui, s'essayer
chez autrui, il y a encore une sédimentation au sens bergsonien du terme, d'anamnésis ou de la mémoire qui se pointe vers autrui au sens lacanien, et ça fait une hameçon, ça veut dire une point de captation. C'est même Adami qui a fait une peinture à partir du glas de Derrida. Il s'agit simplement d'un poisson qui est pêché et qui a pris le quoi hameçon vertical, un poisson vertical dessiné par Valerio Adami. Donc l'un des trois peintres étudiés dans le livre de Lyotard qui s'appelle Que peindre Valérie Adami en fait partie, disons. Alors, donc on choisit, on est dans l'ère de libertinage, dans la liberté de choisir, et on drague au sens maritime ou pêcher au poisson du terme, on drague et on en fait 1, 2, 3, 4, 5, comme disait Lyotard dans un autre contexte. C'est pas dans le contexte de Mattha, évangile de Mattha, que j'adore quand même. Quand on est 3, quand on est 2, quand vous êtes 2, je suis là. Mais quel Dieu qui peut parler dans l'Évangile, ça ne peut être qu'une citation de l'Ancien Testament. Il faut voir, dans l'Évangile, effectivement, il n'y a que des citations. Et même si Jésus lui-même aura proféré ces mots, c'est encore des citations seulement. Donc, quand on est 2, il y aura 3. Et moi, un regard transcendant qui vous surveillera. Tant mieux. Dieu soit remercié s'il y a un certain secours de la providence qui nous prévient, qui nous provide, qui aura donné la tonalité, c'est-à-dire voice, donner parole, donner la voix à autrui, très important. Et il faut que l'autrui soit répondant et questionnant aussi. Il ne faut pas trop questionner au départ autrui, parce que dans le processus dans lequel on s'évalue, si c'est possible, dans un framework, donc il s'agit encore de 68 groupes sociaux, non pas une vague socialité, ni un socialisme flou, ni un communisme rigide, ni un national-socialisme qui n'est qu'un spectacle qui joue de manière viscérale dans nos pensées, dans nos non pas encore pensées, dans nos impensées. Qui fonctionne quand il s'agit de communautés
etc. Et Georges Bataille a travaillé effectivement beaucoup sur ce sujet. Acéphale, effectivement, on ne peut pas définir facilement, mais on en use de ce mot. Mais pourquoi pas essayer de prononcer des noms aztèques, mayas, comme l'expérience de Mescaline de Antonin Artaud, qui parle d'une divinité aztèque, dont le nom peut être abrégé en Quetzal, mais c'est extrêmement long. Pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai eu envie, et quand il s'agit de la communauté, parler de bataille. Antonin Artaud est bien sûr de ce livre que je rédactais de Blanchot, qui s'appelle La communauté inavouable. C'est ça notre problème. C'est pas pour rien que j'ai parlé de 68 comme exemple le plus proche pour nous, notre génération. Effectivement, chercher autrui, devenir dans un moment devenir, effectivement, c'était des questions, même des ateliers de Werkstatt, ateliers au centre de fabrique, manufacture, donc collectivité, etc. Tout est passé, tout est fini, mais ce désir de collectivité n'a pas fini. On frôle, on énumère, on repère, on fait des repérages, on archive, il y a un mal d'archives, et il y a un processus d'anamnésis, et il y a une sédimentation, et il y a des pointus, c'est-à-dire là où le poisson veut se faire pêcher par le pêcheur. Pointage, c'est ça, se faire pointu. Se faire remarquer, dire oh là, je suis là, me voici, et dans l'islam, devant Mecque, Leybek, me voici, je suis venu à toi, à Porcelaine. Alors, je propose un exercice de dissertation entre deux expressions, effectivement. L'un est en turc, Güneş Balçık'la sıvanmaz. L'autre, c'est en français, Secret de Pauline Michel. Voilà. Et j'ai traduit quand même par gentillesse le dicton turc, Güneş Balçık'la sıvanmaz. On ne peut pas, disons, mastiquer le soleil avec la boue. On ne peut pas, avec nos moyens instrumentaux, cacher, en pouvoir de cacher le soleil même. Le soleil sous lequel notre monde terrestre a eu une chance d'avoir une semblance de vie. Là, on ne peut pas cacher cette transcendance, effectivement, solaire, qui est contraire de Dieu, qui est devenu contraire de Dieu, mais chez Mitra, effectivement, soleil et Dieu, c'est comme quoi? Sol, sive, Deus, spinozaïste. Secret de Polichinelle, c'est connu par tout le monde, donc soleil, effectivement connu par tout le monde. Là, on ne peut pas cacher le soleil. Là, c'est impossible. Donc, sous le soleil, rien de nouveau. C'est un ancien testament. Et donc, on tourne autour du soleil. Malheureusement, autour du soleil qui lui-même tourne. Dans des autres tournois.
il faut de temps en temps feindre, de poser des questions véritables, faire des abrégés comme ça. Et alors, si on élimine l'être comme substance monumentale, monolithique, de part en part, partes extra, partes, l'étendue qui s'étale, etc. Il y a une histoire de l'être qui devient étendue. Moi, je conclus qu'il y a un monde, il y a surtout une welt, et il y a une communauté dont la définition, dont le propre d'être discontinu dans l'histoire et même dans l'actualité. Il ne peut y avoir de communautés discontinues, mais suivies. État-nation, par exemple, c'est un modèle de la communauté qui a bien réussi malgré les guerres, avec quelques retenues de grande jonglerie de saltimbanques des diplomates et des chefs d'État ou des peuples en masse, etc. Bon, il y a une ère de famille dans la communauté, même dans l'État-nation, soit métissé, soit encore racialement uniforme comme en Turquie avant l'arrivée des Afghans et des Syriens, mais nous étions déjà assez régionalisés. C'est tant mieux, c'est notre Moyen-Âge, c'est notre grande Selçukite, notre héritage des petites Selçukites et les Grecs de Byzance, bien sûr, et bienvenue les non-juifs d'Andalousie. Bon, c'est pas tout, bien sûr, il y a des séries qui se bifurquent. Alors, l'aide de famille dans la communauté, c'est-à-dire dans la rue, comme ma vie s'affaiblit, effectivement, je peux demander d'aide pour manipuler les appareils électroniques qui me dépassent. Effectivement, je ne vois pas, et on m'aide en turc. Et même dans une langue étrangère, il y a des gens serviables encore. C'est ça l'aide de famille, c'est tout. Sinon, je voulais dire, à propos de Lévinas, effectivement, si on biffe l'être, à mon avis, il reste le monde gardé dans la philosophie théologiste de Franz Rosenberg, Dieu, monde et moi. Donc, le monde a une altérité par rapport à moi. Le monde me dépasse, m'envahit, un peu plume, et ce qu'on appelle la nature qui me traverse, mais ce n'est pas identique à moi, dont la constitution est énigmatique encore. Alors, l'homme passager, mortel depuis Socrate au moins, eh bien, cette conscience impensée de la mortalité qui ne fait que nous rallier à la famille, donc à Besoldung, c'est-à-dire à la génération, à la reproduction indéfinie des générations, afin que le monde soit habitable et reconnaissable, repérable. Il faut qu'il y ait une ère de famille, et il faut qu'il y ait les nôtres, les siens, les miens, la mienneté, même si toute propriété est passagère, même toute rejeton est mortel, tout parent en dissolution, toute parenté, et imagé, archivé, fait un schéma, etc. Donc Besoldung, en Allemagne, aura voulu dire, selon le grand travail de... même dans tous ces états.
Bon, C'est tellement bien surprêté. on travaille sur cette histoire juive. Avec une garderie Les Zayzung, qui est entamé par Denita, d'ailleurs, en fait, édité dans l'édition de Galilée, Zaygan, énigmatique, elle va témoigner, ça veut dire shahadat, donc sa conversion, sa parole christique se rallie au Christ, à la communauté imaginaire spectaculaire. Eh bien, c'est en alternance, comme un point de résistance, c'est judaïté qui était décrit par cet auteur comme des enfants, tout simplement. Donc c'est en famille. Donc, je me demande, voilà la question schématique, quelle est l'alternative de l'être? C'est la famille. Et famille, c'est en dissolution, mais Shem ne dissolue pas. Ça ça fait des clivages, c'est ça l'histoire de la famille, en Amnésis, etc. Donc ce spectral par foyer romain, avec ces divinités de foyer, qui sont les divinités d'Automus romains. Voilà. Et à la différence des divinités olympiques de Rome ou d'Athènes, dont les noms ne sont pas importants, mais il y avait déjà un clivage donc, entre une religion officielle romaine ou religion officielle catholique et les divinités encore catholiques, c'est-à-dire les lieux, les hôtels dans les maisons, quoi. Ça, c'est visible en Espagne et dans les pays catholiques comme Portugal ou sûrement en Amérique du Sud, mais autrement, ça, jusqu'au point où il y aura une syncrétisme. En Mexique, des cultes de mort mélangés avec certaines idées de passion christique, etc. Alors, syncrétisme, c'est très instructif, mais ce n'est pas notre sujet. Donc, alternative famille, j'aurais voulu dire par provocation, enfin, je suis très attaché aux valeurs de la famille, dans la communauté, surtout dans une État-nation comme ça, qui est devenue complètement anonyme, mais il y a des compagnies, des holdings de famille partout, qu'on appelle les capitales des lions, Anadolu kaplanları. Donc, une capitale locale, soi-disant, etc. C'est le discours conservateur actuel de notre pays. C'est pas la question avec, je vous le cite exactement, le livre de Tekelliyet, Monopolicisme de Yalçın Küçük. Là, vous pouvez lire tranquillement toute l'histoire de toutes les grandes familles renommées ou renégats qui ont changé de religion et qui étaient juifs et ils sont surnommés avec le nom turc et musulman et sont donc passés au souterrain mais complètement invisibles dans le champ de bataille de cette nation. Donc ils sont riches, ils produisent, ils gagnent, ils capitalisent, etc. Voilà la famille. Holding de famille, hold. Et c'est ça, effectivement, l'être avec sa transcendance et l'air de famille qui dirige les affaires. Et Bezozunk juif, qui veut dire que je ne peux pas confesser Dieu, dont je ne connais rien, mais je ne peux faire que des enfants, des petits juifs
il sera lié par l'alliance symbolique, par première alliance, par deuxième alliance, par énième alliance, mais nous allons attendre tout simplement en famille, venue de quoi? Venue de Messie, peut-être. Un certain messianisme en attente et un certain philistinisme, combat, matérialisme et qui voit autrui comme, disons, avec normalement, quoi, j'ai oublié le nom juif pour traiter étranger, qui est normalement un citoyen, c'est-à-dire, d'abord, essayons en latin, gentilhomme, les gentils, dans la langue hébraïque, aura voulu dire des goy, les goy. Voilà un certain mode de hostilité, soit indifférent, soit intéressant. J'en conclus ici. Bon, on aurait pu intituler les enrichements d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une philosophie pratique? Voilà, une best-seller garantie. Mais je suis sur une piste des choses sérieuses. Qu'est-ce qu'une goy? Et pourquoi je considère, par l'hypothèse de la fiction autobiographique, Jean-François Lyotard comme un goy serviable et servi, bien servi. C'est parce qu'il est un goy serviable qu'il aura été déjà servi à quelque chose d'autre que la lettre, c'est-à-dire la loi Lex. Commandement, dira-t-on, la loi morale, injonction, etc. Bon, c'est clair. Lyotard, comme graphie sémantique, effectivement, je me suis interrogé très brièvement. Ça existe un grand politicien français qui s'appelle, par son nom de famille, Léotard, comme il faut. Lyotard avec une Y, ça n'existe pas. C'est pas un français, ça ne peut pas être un français correct, donc. Mais Jean-François, par contre, ça insiste, soutient un catholicisme bien prononcé. Donc, le posthume s'appelle Confession de Saint-Antoine. Donc, on est bien réglé sur l'affaire, n'est-ce pas? Bon, Jean-François d'Assise, Léon, une figure de Léon, qui est devenu Léotard, complètement dans la hagiographie catholique de Lyon, par exemple de Saint-Antoine ou pourquoi pas ami de tous les oiseaux, Saint-François, Jean-François d'Assise. Bon, l'affaire là, il aura dû être d'une origine un peu italien du sud. Bon. Mais j'ai dit quelque chose d'autre. J'ai dit que si quelqu'un nommait empiriquement Emmanuel, mais de son nom Kant, qui en a vécu, etc., Kant, français, et qui est bien connu comme Emmanuel Kant. Alors, dans cette fois-ci, c'est également valable pour un goy qui s'appellerait Jean-François et plus tard Lyotard, et qui aura devenu un professeur de philosophie à Vincent et puis plus tard à Saint-Denis. Je n'ai lu rien
de sa biographie, mais Paris, la vie très vivace de la vie de Paris. On parle d'une enfance non pas de l'auteur lui-même, mais un enfant, tout simplement, de l'auteur. Et l'auteur, Jean-François, n'aura pas approprié cet enfant, ça m'est égal, mais effectivement, lui dire parisien dans les milieux philosophiques ne s'arrête là. On nomme un autre juif philosophe français habitant Paris qui aura adopté cet enfant. Ça m'est égal, mais pourquoi il y a un court-circuit de cette nouvelle alors qu'il s'agit d'une goy qui de femme brûle avec et brûle avec contre Lévinas, c'est tout. Moi aussi j'ai fait mes choix dans cette direction-là, mais je suis pas un goy, je suis un musulman tout simplement. Et je ne suis pas un juif, mais je viens d'une tradition biblique que les juifs, c'est-à-dire les israélites, n'auront pas compris. Alors que Mishnah, c'est-à-dire une paternité déclarée, autodéclarée de la tradition juive, aura prétendu que les évangiles, de sorte que les pareils auraient été appelés des Mishnah dans nos traditions rabbiniques. C'est ça la paternité autocrate de monothéisme. Là, j'étais effectivement très affective avec cette interprétation de Mishnah très clairvoyant, mais le problème c'est que derrière tout ça, lütfen. Allahu Ekber. Açıyorlar. Zaten buradan ayrışalım, oradan ayrışalım. İllegal işlere gerek yok. Kafamı zaten dünya, senden çok çektim yok.